Bonjour à tous. Parlons d'Europe cette semaine. Je reçois Pierre-Yves Monjal, professeur de droit de l'Union européenne à l'Université François Rabelais. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Christine. Merci de venir une fois encore. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet d'ailleurs qui va occuper 2 émissions de suite sur la vision de l'Europe telle que la France et l'Allemagne semblent avoir, qui ne semblent pas forcément coïncider et qui peuvent peut-être poser un certain nombre de problèmes et aussi peut-être permettre quelques solutions. Alors, on va commencer aujourd'hui par voir pourquoi finalement les Allemands et les Français ont l'air si peu en phase sur leur vision de l'Europe. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? C'est une question difficile. Oui, en France, c'est une évidence. Ce qu'on appelle l'Europe, plus précisément l'Union européenne, je crois, ne va pas forcément de soi. Je pense qu'en Allemagne aussi, pour les citoyens allemands, ça ne va pas forcément de soi. Il y a la conjoncture économique qui, à mon avis, peut expliquer beaucoup de choses. Bon. Mais en s'interrogeant peut-être plus fondamentalement sur les causes explicatives, au fond, de ce désamour de l'Europe chez les Français, il me semble que l'on peut faire une proposition de réflexion qui est la suivante. Je pense, modestement, mais c'est une hypothèse qui peut être discutée, que l'Union européenne, autant constitue pour l'Allemagne un modèle institutionnel et un modèle politique qui va de soi, je vais y revenir, parce qu'au fond, le système de l'Union européenne, c'est un système de type fédéral, clairement, ce n'est pas un État fédéral, entendons-nous bien, alors que pour la France, au contraire, l'Union européenne ne va pas du tout de soi, dans la mesure où elle constitue, au fond, un contre-modèle. Donc, 2 visions politiques, déjà institutionnelles, qui sont complètement différentes. Exactement. Alors, on va peut-être rentrer un peu dans le détail de ça. Donc, l'Allemagne, État fédéral, on le sait bien, se retrouve plus à l'aise dans le système de l'Union européenne. Alors, qui est fondé sur ce fédéralisme. Sur ce fédéralisme, il faut être clair. Alors là aussi, il faut être précis dans les termes, je crois. L'Union européenne n'est pas un État fédéral, comme les États-Unis ou l'Allemagne ou l'Autriche. Bon. C'est une organisation internationale, bien sûr, spécifique sans doute, mais fondamentalement, le mode de fonctionnement de l'Union européenne, c'est d'ailleurs très bien analysé en droit notamment, ou en sciences politiques, c'est un système de type fédéral ou fédéraliste. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des échelons de compétences qui se situent à des niveaux différents. L'Union européenne intervient évidemment pour les questions européennes à son niveau, avec des compétences qui lui sont attribuées, et puis les États interviennent pour leurs affaires à leur propre niveau. Donc une répartition des compétences entre l'entité supérieure, l'Union européenne, et les entités, les États inférieurs, que sont précisément les États membres. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Tout à fait, c'est ça. Le principe de subsidiarité permet de savoir qui agit et quand, en fonction des sujets. D'accord. L'Allemagne est un État fédéral. La République fédérale d'Allemagne, c'est une fédération. L'État fédéral et les États fédérés, qu'on appelle les Länder, qui sont au nombre de 16. Donc, constitutionnellement, politiquement, structurellement, l'Union européenne pour l'Allemagne, qu'est-ce que c'est ? C'est un étage politique et institutionnel de plus dans son organisation générale. Bien. Alors, l'Allemagne est très vigilante, elle contrôle bien sûr les compétences de l'Union européenne, mais la logique et la compréhension de ce système fédératif européen est parfaitement comprise et assimilée par l'Allemagne. C'est assez immédiat pour eux. C'est assez immédiat pour eux, exactement. D'accord. Alors que pour la France, c'est pas tout à fait la même chose. Et non, pour la France, je crois que ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi ce n'est pas la même chose ? Parce que, et là c'est l'historienne que j'interroge, mais qui à mon avis confirmera mon propos, nous avons d'abord un héritage monarchique de près de 1400 ans, 1500 ans, plutôt centralisateur, avec une forte identification du pouvoir dans le monarque. Et la Révolution française de 1789, je crois, n'a pas remis en cause fondamentalement, d'ailleurs pas du tout, ce centralisme, qu'on va appeler le centralisme, le jacobinisme, et ensuite les différents régimes qui vont se succéder. Alors peut-être à l'exception de la Troisième République, où là c'est l'Assemblée qui détient les pouvoirs, mais nous avons eu des pouvoirs politiques très forts, le Premier Empire, les différentes monarchies, et puis surtout la Cinquième République, où le pouvoir politique non seulement est incarné
par le chef de l'État. Et nous, citoyens français, avons totalement, je crois, culturellement assimilé que le pouvoir, c'est le chef de l'État, qu'il est l'incarnation d'abord de la nation, il est élu au suffrage universel direct, et que c'est lui qui détient constitutionnellement le pouvoir et qui anime la vie politique en France. Alors on pourrait discuter à perte de vue, est-ce que c'est le chef de l'État ou le chef du gouvernement, mais on a quand même cette vision centralisatrice, personnifiée du pouvoir politique. Or, la France, au moment de la Révolution, alors que c'était une possibilité, a rejeté le fédéralisme, et la France, État unitaire, centralisé, ne comprend pas le mode de fonctionnement de type fédéral. Ce mercredi, Thierry Lyonnais vous invite à découvrir un nouveau visage. Ils sont écrivains, psychologues, aventuriers, engagés dans la vie politique, dans l'action humanitaire ou simples passionnés. Ces hommes et femmes, bien que tous différents, sont animés par la même passion de leur métier et le respect de l'autre dans sa différence. Visage, tous les mercredis à 17h. RCF. La joie se partage. Retour à Parlons d'Europe avec Pierre-Yves Monjal. Donc nous sommes en train de voir les différences structurelles, institutionnelles, politiques entre la France et l'Allemagne, évidemment, ce qui va marquer leur rapport à l'UE. Donc d'un côté, un État fédéral, pour qui finalement l'UE, si j'ai bien compris, est un étage supérieur, mais qui s'inscrit dans la hiérarchie classique, alors que, on le sait, pour la France, nous sommes un État centralisé, incarné par un homme, par une fonction, peut-être, oui, d'abord. Et évidemment, comment ça marche avec l'Union européenne ? Parce que l'Union européenne, c'est un système qui n'est pas fédéral pour l'instant, en tout cas, puisque ça n'a pas été, ça ne s'est pas passé, mais ça ressemble quand même beaucoup à ça. Tout à fait. Alors, c'est un point important, je crois. Il y a une dimension profondément culturelle ici. Et lorsque vous dites que pour l'Allemagne, je suis tout à fait d'accord avec cela, l'Union européenne constitue un étage supérieur, c'est vrai. Alors que pour la France, l'Union européenne constitue un étage extérieur et, pour tout dire, gêneur, si je puis dire, gênant en tout cas. Bien. Au fond, et là il faut bien comprendre que notre classe politique, qui a été formée à Sciences Po, à l'ENA, y compris d'ailleurs, il faut bien le dire, dans les facultés de droit, nous enseignons l'État, le droit de l'État, les citoyens. Donc cette classe politique et les citoyens ont profondément, je crois, culturellement intériorisé que la France était une nation souveraine, et que le chef de l'État, la fonction présidentielle, constituait la synthèse de tout cela. Et donc tout ce qui est extérieur à la France, tout ce qui est contrainte, alors même qu'elles peuvent être consenties d'ailleurs par nos ministres ou notre président de la République, apparaît au fond comme une sorte d'agression extérieure, une remise en cause de notre souveraineté. C'est en ça qu'il y a une gêne et que l'on n'est pas très à l'aise avec cela. Là où je veux en venir, il me semble, c'est une hypothèse, je pense que les politistes seraient plus à l'aise que moi pour évoquer ça, mais je vois ainsi. L'exercice du pouvoir en France, outre qu'il est incarné, qu'il est unifié, c'est un exercice du pouvoir qui est, d'une certaine manière, avec de gros guillemets, autoritaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que ce soit le maire, que ce soit le président de la région, que ce soit le président de la République, ce sont eux, seuls, qui vont faire des arbitrages et qui vont adopter les décisions. Dans le cadre de l'Union européenne, on est sur un mode d'exercice du pouvoir européen, sur un mode de décision européenne, ou un mode de décision européen qui est singulièrement différent. En effet, les 28 chefs d'État et de gouvernement doivent se mettre collectivement d'accord, doivent exercer en commun, ensemble, le pouvoir européen, ce qui nécessite des compromis, des équilibres, qui ne sont pas toujours faciles à consentir pour la France, car au fond, si l'Allemagne gagne sur un dossier, la France a l'impression de concéder à l'Allemagne. Si la France gagne un dossier, peu importe agricole, admettons, c'est très d'actualité en ce moment, contre le Royaume-Uni va peut-être se braquer contre la France pour des raisons historiques, etc. Donc on est quand même dans cette culture du compromis permanent, d'un équilibre assez difficile à trouver. Ce n'est pas la manière dont s'exerce en France le pouvoir politique. Il n'y a pas un arbitrage qui revient à une seule personne. D'une part,
Et d'autre part, on le sait, le dispositif institutionnel de l'Union européenne est un dispositif qui repose sur plusieurs institutions, Commission, Parlement, Conseil européen, Conseil des ministres. Bien sûr, nous avons un président du Conseil européen, mais qui n'a pas de fonction décisionnelle, j'entends. Et donc, il n'y a pas dans l'Union européenne un homme ou une femme qui serait en mesure, in fine, d'adopter, de trancher, d'arbitrer. Et donc, il n'y a pas d'incarnation du pouvoir. Il n'y a pas d'incarnation du pouvoir. Et je pense que culturellement, ce mode de fonctionnement des institutions européennes, culturellement, pose des difficultés de compréhension et de conception aux Français. Que ce soit d'ailleurs le citoyen, peut-être de manière confuse, mais tout de même, c'est une réalité, et de manière beaucoup plus aiguë, je pense, pour nos hauts fonctionnaires, pour notre classe politique, qui est pétrie de culture étatique, et qui a du mal à consentir, qui a du mal à trouver des compromis lorsqu'il s'agit de définir des intérêts qui ne sont plus nationaux maintenant, mais qui sont bien sûr des intérêts collectifs, ou en tout cas des intérêts communs européens. C'est ça la difficulté. Alors ça veut dire, si on écoute bien ce que vous venez de dire, que finalement l'Europe est un véritable foyer de crispation pour les Français, alors que ça n'est pas le cas en Allemagne. Moins en tout cas. Les foyers de crispation vont se situer sur des choix politiques à faire. Mais dans la compréhension du système, je pense que l'Europe ne pose pas autant de difficultés, autant de tensions que pour un État comme la France, me semble-t-il. Alors, en fait, l'Union européenne, telle qu'elle apparaît là, c'est quasiment un contre-modèle pour les Français. Je pense que c'est un contre-modèle. Il me semble, et là aussi, il faudrait peut-être affiner davantage l'analyse, mais les raisons qui expliquent que les citoyens européens, et même aussi une grande partie de notre classe politique, a vis-à-vis de l'Europe une certaine défiance, éprouve une certaine crispation, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça peut s'expliquer, cette crispation, cette défiance, sans doute et évidemment, pour des raisons économiques. On le verra la semaine prochaine. On le verra la semaine prochaine, exactement. Sans doute et évidemment pour des raisons institutionnelles où on ne sait pas trop au fond qui décide, même si on sait qui décide en réalité, mais les citoyens européens, français, au fond, sont un peu perdus dans cela. Mais ça constitue un contre-modèle précisément parce qu'on ne parvient pas à localiser le détenteur du pouvoir européen, et ce pouvoir européen n'est pas précisément incarné. Donc c'est en cela, à mon avis, qu'il y a on peut formuler cette hypothèse, qu'il y a des raisons beaucoup plus culturelles et beaucoup plus profondes qu'on ne le pense que de simples raisons conjoncturelles. Enfin, disons que les deux, me semble-t-il, s'emboîtent parfaitement. Merci beaucoup Pierre-Yves. Et puis alors on vous retrouve la semaine prochaine pour analyser le problème économique, la différence de perception entre France et Allemagne sur cette vision que nous avons de l'Europe. Merci. Merci.